et bienvenue à ce JT numéro 3. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir de le modérer avec mon ami Amal Tazi de Rabat, du Maroc, et d'avoir autour de la table que des amis. J'ai le professeur Mohamed Ghanem qui va nous parler notamment de... Vous connaissez ces sujets, c'est un de nos experts de la réadaptation de l'activité physique. Nous avons le professeur Yves Cotin, qui est un de nos experts, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Paul Mignez, rythmologue, qui va nous parler de nouvelles techniques. Et c'est pour moi un énorme plaisir de vous avoir avec nous, et je passe tout de suite la parole à Amal. Bonjour à tous, merci beaucoup Walid pour ton invitation, et sans plus tarder, on va tout de suite poser un certain nombre de petites questions au docteur Ghanem. Alors, comme vous le savez, l'activité physique fait partie de la prise en charge globale des patients qui ont déjà une maladie cardiovasculaire. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas agir de manière beaucoup plus précoce en prévention primaire avec des stratégies peut-être beaucoup plus agressives, et ce, à partir de quel âge ? Justement, merci de me poser la question parce que, justement, il y a une étude de l'Observatoire national qui est sortie en 2022 et qui a fait une étude en fait dans 25 pays qui sont supposés être riches. Et il se trouve que la France, sur les 25 pays, elle est classée 23e. Ça veut dire qu'on est extrêmement en retard. Il y a 87% de nos adolescents de 11 à 17 ans qui ne font pas d'exercice physique. Et quand on regarde les courbes, on voit qu'en primaire, ils font plus d'exercice physique qu'au collège, et au collège, ils font plus d'exercice physique qu'au lycée. Et ceci a quand même des conséquences qui sont organiques et non organiques. D'abord, l'organique. Eh bien, l'organique, en fait, on ne sait pas, jusqu'à là, qu'en réalité, l'exercice physique chez l'adolescent sert pour la maturation du cerveau. En fait, quand vous faites de l'exercice physique, vous avez une enzyme qui s'appelle la myokine qui va aller dans le cerveau et qui va faire une neurogénèse. Ce qui augmente, ce qui améliore en fait l'aspect cognitif, ce qui améliore l'apprentissage, la mémoire et prévient même contre l'Alzheimer. Et malheureusement pour nous, quand on voit nos adolescents aujourd'hui, eh bien, à cause de tout ce qui est objet connectif, les portables, Internet, Facebook, eh bien, on a la majorité de nos adolescents passent en réalité plus de 6 heures sur leur portable. Et les adolescents qui passent moins de 2 heures ne représentent que 8,4%. Et ça, c'est un facteur de sédentarité et d'exclusion et d'isolement extraordinaire. Et l'isolement, on le voit au moment du confinement. Le confinement était extrêmement renseignatif pour nous. Pendant le Covid, eh bien, on a 30% de plus d'hospitalisation des jeunes adolescents. On a 85% à peu près qui sont une pathologie psychique quelconque. Il y a une augmentation de l'anxiété, etc. Et donc, la sédentarité, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et vous voyez que, en fait, sur le plan organique, ça agit sur le cerveau et même sur l'ossification, puisque l'ossification se fait par l'exercice physique, et la maturation des cerveaux aussi. Et non organique, eh bien, en fait, ça favorise le mal-être de nos enfants, et ce mal-être se traduit par les pathologies que je viens vous dire. Et malheureusement, quand on regarde ce qu'on fait à l'école, et c'est là où je vais peut-être conclure par là, et on ne fait pas assez d'exercice physique à l'école. En fait, l'aspect quantitatif y est, mais qualitatif, il n'y est pas. Pendant l'heure de sport, les gens ne font que 11 minutes en fait, d'exercice physique réellement. Donc, l'aspect quantitatif n'y est pas. Donc,
je conclus par dire que pour les fondamentaux de l'école, il faut, en plus d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à bouger. Pour les adolescents, le 0,5-60, c'est 0 cigarette, 5 fruits et légumes et 60 minutes d'exercice physique, contrairement à l'adulte qui n'a besoin que de 30. Merci, j'espère que je n'étais pas très long. Ah non, c'est très très clair. C'est 60 par quel... Par jour. Par jour. Et ça, c'est la même quantité qui est recommandée chez un enfant ou chez un ado, c'est pareil? C'est 60? En fait, quand tu vois les statistiques en France, les enfants font plus d'exercice physique que les adolescents. Et ça baisse au cours de la scolarité. Les enfants en primaire font plus d'exercice physique que les enfants au collège. Et les enfants au collège font plus d'exercice physique que les gens qui sont au lycée. Et alors, à la fac, on ne fait plus rien. Très bien. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va tu conseilles quoi, de retirer un peu leur téléphone pour les faire courir? Non, je pense en plus, si tu veux, en fait, ce qu'il faut, c'est que si tu veux, à l'école, il faut absolument qu'on fasse plus d'exercice physique. Nous, on pense à l'école que l'exercice physique est une perte de temps. Et en réalité, toutes les études montrent que quand les enfants font de l'exercice physique, ils sont mieux concentrés et ils ont un bien-être qui leur permet de se concentrer mieux et de travailler mieux. Donc, je pense que tout commence au niveau de l'enfant et le comportement de l'enfant va prédire un peu le comportement de l'adulte. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont sédentaires quand ils sont enfants, ils vont continuer à être sédentaires quand ils sont adultes, et c'est une bombe à retardement en fait. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de campagnes d'information, de sensibilisation au sein même des écoles, peut-être même? Oui, bien sûr. Je pense que là, on est en train de travailler avec François Carré et les autres pour un peu inciter un changement un peu à l'école, parce que quand on a fait des statistiques sur l'heure de l'exercice physique. Il y a 1 heure d'exercice, mais en fait, les enfants, enfin les filles, elles ne bougent que 9 minutes pendant l'heure, et les garçons ne bougent que 11 minutes pendant l'heure. En fait, quand elle les fait courir, il y a 60 ou 30 qui regardent, il y a un seul qui court. Et donc, en fait c'est compté comme exercice physique, mais ils ne bougent pas. Et donc, il faut absolument que ça commence très tôt, et les parents aussi, ils ont quand même une responsabilité extrêmement importante, parce que... Et on a remarqué aussi que, si vous voulez, que les enfants, à la récréation, eh bien, quand tu cours à la récréation, ça a exactement le même effet que quand ils font du sport réellement. Donc, il faut leur laisser peut-être plus d'heures de récréation pour qu'ils puissent courir comme ils veulent. Alors, au-delà même des enfants, nous, dans notre vie de tous les jours, là, aujourd'hui, on t'a fait parler en premier, mais habituellement, on a tendance à oublier tous l'activité physique pour nos patients. Bon, auquel insuffisance cardiaque, on a compris le message, mais encore, est-ce que toi, tu aurais un message à passer aux cardiologues qui voient des patients qui, en général, soit en prévention primaire, soit en prévention secondaire, et c'est les trucs pour que toi, quand tu vois ces patients-là, tu dis, ça t'énerve, on va dire, ça va t'énerver de dire, ils auraient dû faire ça? Absolument. Aujourd'hui, il y a 35% de nos patients qui nécessitent une réadaptation qu'ils font réellement. Ça veut dire qu'il y a 65% qui ne le font pas. Ça, c'est le tout venant. L'insuffisance cardiaque, c'est pire. C'est 10% qui viennent, des patients qui doivent être réadaptés. Et donc, moi, je pense que, si tu veux, la prévention dans notre pays n'a pas la place qu'elle mérite. Pourquoi? Je n'en sais rien. Même le gouvernement, il en fait de temps en temps une cause nationale, mais en fait, ça n'aboutit pas à grand-chose. Moi, j'invite nos collègues à proposer leurs patients qui sont insuffisants cardiaques ou qui sont coronariens à des services de réadaptation cardiaque. Il est vrai que, si tu veux, c'est hypocrite pour nous de le dire, parce qu'en fait, si tout le monde nous envoie, ben, on n'aura pas de place. Raison pour laquelle, dans l'article 51, eh bien, on a 4 projets qui passent sur la téléréadaptation. Et la téléréadaptation, il est démontré maintenant qu'elle a une efficacité et une sûreté qui est égale à celle de la réadaptation dans un centre. D'ailleurs, aux européennes, on a les 4 projets qui ont été acceptés dans l'article 51 qui vont passer, et les résultats sont excellents. Alors, ils sont d'autant plus excellents qu'il y a 2 choses qui sont importantes. C'est que quand vous faites de la téléréadaptation, vous êtes chez vous, et donc tous les empêchements, toutes les barrières
et les freins de la réadaptation, aller en centre, revenir, s'en vont. Donc les gens sont... Et la deuxième chose, c'est comme ils le font chez eux, ils risquent de continuer de le faire. Alors que nous, quand ils viennent chez nous au centre, ben, ils font leur adaptation au centre. Quand ils sortent, ils ne font plus rien. La téléadaptation permet de lever le frein, d'augmenter le nombre de patients qui peuvent en bénéficier et d'augmenter l'adhésion à la réadaptation cardiaque. Très bien. Et est-ce que vous pensez que maintenant, avec cette nouvelle tendance de la digitalisation et des objets connectés, est-ce que ces objets connectés peuvent également faire partie de ce process de téléréadaptation? Ça va vous permettre peut-être d'avoir un suivi beaucoup plus strict et de vous assurer que ce patient fait effectivement En fait, la téléadaptation, actuellement, il y a 3 sortes de téléadaptation. La première, le patient passe une semaine dans un centre, puis le restant chez lui. Mais il est connecté par une application et une plateforme. Donc, il est en rapport tout le temps avec le centre référent. Et il peut le faire quand il veut, même en différé. Il n'est pas obligé de faire à 10 heures. Il peut le faire même à 10 heures du soir. Il est connecté avec le centre. Le deuxième, c'est la téléadaptation hybride. Ça veut dire qu'en fait, le patient va faire 4, par exemple, séances chez lui, et la dernière de la semaine, il la fait en centre. Et la troisième, et c'est encore surtout que ça va s'appliquer parce que les distances sont assez longues, et donc le patient va faire une semaine dans un centre, et après, le restant, c'est délégué au centre le plus proche des patients. Et on gagne, par exemple, sur 52 patients pour WorldCop, et bien on a gagné 500 km par patient de déplacement, ce qui est énorme. Et pour la Corse, vous savez que les difficultés quand même de déplacement, c'est extrêmement important que la délégation s'est faite aux centres qui sont les plus proches des patients. Après, évidemment, un séjour au centre référent qui fixe les choses avant. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation très claire. Très bien, je pense qu'on peut passer à notre deuxième orateur, le docteur Miliès. Alors, on a parlé un petit peu des objets connectés et de la télétransmission, de la télécardiologie. Et nous savons tous que la fibrillation atriale est extrêmement prévalente de nos jours et que l'ensemble des stratégies sont tournées vers un dépistage de plus en plus précoce. Et donc, la question qu'on se pose, est-ce que le dépistage de la fibrillation atriale dans d'autres populations, plus à risque, serait intéressant et pourrait avoir des implications thérapeutiques considérables? Écoutez, en tout cas, merci de l'invitation et merci de cette question extrêmement précise parce que je pense que la réponse est oui et je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Oui, il y a une population, je pense, pour laquelle on doit être plus vigilant en termes de détection de fibrillation atriale, c'est les patients qui ont un cancer et notamment des cancers hématologiques en particulier et qui bénéficient aujourd'hui des progrès considérables des nouvelles thérapeutiques. Et on sait que maintenant, dans certains types de cancers, grâce à des nouvelles thérapeutiques, la maladie, qui était une maladie avec un pronostic péjoratif assez important, passe à des modes de maladie chronique, voire à des rémissions prolongées. Et de ce fait, on sait bien que la première cause de mortalité chez un patient qui a un cancer actif, c'est le cancer, mais la deuxième, c'est les maladies cardiovasculaires. Et une fois qu'il passe au stade de maladie chronique ou de rémission, la première cause, c'est le décès par maladie cardiovasculaire. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et avec ce que je viens de vous dire, il y a en fait une plus grande prévalence de fibrillation atriale chez les patients porteurs d'un cancer, notamment, encore une fois, les cancers hématologiques, digestifs ou pulmonaires. D'une part, parce que de par ce cancer, éventuellement les métastases qu'ils induisent, on a plus de fibrillation atriale, premièrement. C'est des patients qui, parce qu'ils sont en rémission, prennent de l'âge, sont plus âgés. On sait que l'incidence est plus élevée chez les personnes plus âgées, ils ont plus de comorbidités. Puis un élément nouveau qui est important, c'est que les nouvelles thérapies sont en fait très pro-arythmogènes et favorisent la survenue de fibrillation atriale. Donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, oui, c'est une population qu'il va falloir dépister de façon plus, je dirais plus fréquente. Et on a, notamment à Caen, dans notre équipe, avec le professeur Joachim Alexandre, qui est cardiologue, rythmologue et pharmacologue et qui gère la cardio-oncologie, on a déjà publié un certain nombre de papiers là-dessus. On a mis en évidence sur la grande banque Vigibase internationale que certains traitements étaient pourvoyeurs de façon très importante de fibrillation atriale. Alors, on avait tous en tête les agents alkylants, les anthracyclines, certains antimétabolites, mais on a également les immunothérapies.
les immunomodulateurs. Et en fait, on a maintenant une famille assez nouvelle qui est très efficace et très prometteuse dans ces cancers. C'est les inhibiteurs BTK, pour Bruton tyrosine kinase, qui sont très efficaces, qui permettent de mettre les patients en rémission. Cependant, chez ces patients-là, on a remarqué notamment avec l'ibrutinib, qui est assez imprononçable, mais qui est un médicament très utilisé, que près d'un patient sur 2 à 2 ans allait développer de la fibrillation atriale. Et on sait qu'une fibrillation atriale chez un patient cancéreux augmente la mortalité globale, cardiovasculaire, le risque d'AVC, le risque d'hémorragie. Donc c'est des patients particuliers, fragiles. Et ma réponse est oui, il faut absolument détecter ces patients de façon plus prononcée qu'une autre population. Et je pense que demain, ça sera une activité qu'on devra assurer chez ces patients-là qui survivent. Et ils ne vont pas mourir de leur cancer, mais ils risquent de mourir de leur cœur et de leur fibrillation. Donc oui, c'est vraiment une population qu'il faut screener. Et quelle est la proportion de survenue de FA, par exemple, avec ces inhibiteurs BTK? Alors, en fait, on n'a pas grand-chose, Walid, comme étude. On en a une qui a été publiée en 2019, où on avait 53 patients qui étaient suivis à 2 ans. Et chez eux, il y a 38% de détection de fibrillation atriale chez ces patients à 2 ans. Mais quand on voit cette étude, c'est une détection classique. C'est-à-dire on leur fait un ECG, un Holter, 48 heures, 72 heures. On leur donne un appareil d'enregistrement à distance, un AR-test, et ces chiffres sont atteints quand on leur met peut-être un enregistreur en Holter de 7 jours. Donc c'est vrai que plus on a de durée d'enregistrement, mieux c'est. L'idée qu'on a eue à Caen, et on a une étude qui va démarrer là, dans quelques jours qui s'appelle IRAF, qui est une étude que nous faisons avec Biotronic. Alors, je ne suis ni consultant, je ne touche pas d'honoraires de Biotronic, j'en parle très facilement, qui est une étude où en fait on va analyser sur 100 patients, on va leur implanter un biominiteur 3, donc là globalement on ne peut pas avoir meilleur détecteur que ce biomoniteur, et on va les suivre pendant 12 mois et on va juste mesurer en interrogeant leur appareil donc le pourcentage de fibrillation atriale. Et c'est des patients qui seront sous ibrutinib, qui est celui qui est le plus important, puis les inhibiteurs BTK de dernière génération, l'acalabrutinib et le zanubrutinib, qui a priori font un peu moins de FA, mais tout de même on est dans des chiffres entre 5, 7, 8 et jusqu'à 40% de fibrillation atriale. Donc on va les suivre. Ça va nous permettre de donner, on va dire, peut-être une vraie prévalence chez ces patients de la fibrillation atriale, et surtout, ça va nous permettre de les détecter, parce que certaines sont asymptomatiques, et de les traiter en conséquence, en disant que c'est des patients qu'on ne traitera pas pareil que les patients en fibrillation atriale qui n'ont pas de cancer, parce que le score Chasse-Devasc, il n'a jamais été analysé chez ces patients, c'est que c'est des patients qui saignent plus, donc on va plutôt regarder le bénéfice-risque en termes d'hémorragie. Mais voilà, on s'est donné les moyens, on va se donner les moyens de calculer cette prévalence, et je crois que c'est important parce que tous ces nouveaux traitements vont être efficaces, vont mettre les patients en rémission, et il ne faudrait pas qu'ils meurent d'autre chose alors qu'ils ne vont pas mourir de leur cancer. Donc je pense qu'il faut implémenter nos moyens de dépister, notamment la fibrillation atriale chez ces patients. Et donc du coup, vu que le score Chasse-Devasc ne serait peut-être pas forcément bien approprié pour ces patients qui sont à plus haut risque, il faut forcément anticiper sur l'anticoagulation de ces patients ou... En tout cas, il faudra bien réfléchir. En fait, la problématique qui est posée par les oncologues, c'est qu'ils sont très satisfaits, ils ont raison de mettre les patients en rémission, mais ils ont très très peur de ce qui se passe, et notamment des événements cardiovasculaires. Donc eux, ils vont être plutôt sur une discussion, et dans les dernières recommandations 2022 sur la cardio-oncologie, c'est vraiment, on insiste beaucoup sur les communications entre les oncologues et les cardiologues dans des RCP pour décider ce que l'on fait. Nous, à Caen, on a une RCP cardio-onco avec eux, et on décide vraiment au cas par cas si on va ou non démarrer un anticoagulant en fonction du profil, des comorbidités, de la fonction rénale, un certain nombre de choses. Mais globalement, nous, on a un message très proactif en disant gardez le traitement. L'AFA, ça se traite d'une façon ou d'une autre. On a d'autres outils. Il y a des publications sur les fermetures d'auricules, sur les ablations de fibrillation atriale. Donc on a un peu de tissu scientifique pour dire, nous, on essaie généralement de leur dire gardez le traitement. Et nous, on s'occupe du reste parce que le plus important, c'est le pronostic du cancer. Et pour l'AFA, on a quand même quelques moyens, même si c'est un peu plus à risque, de traiter les patients pour éviter ce type d'accident. Surtout si c'est une FA silencieuse. Surtout si c'est une FA silencieuse. Et 30% des FA sont silencieuses, et peut-être chez les cancéreux un peu plus. Ouais. C'est pas trop. Mais globalement, le problème, c'est que ces FA sont de moins bons pronostics chez le cancéreux que chez le non-cancéreux. Et là, très clairement, les études l'ont bien précisé. Alors, pour pousser davantage la réflexion sur les patients cancéreux, dès lors qu'ils sont en rémission, est-ce que vous pensez que
l'utilisation des outils connectés, notamment des montres connectées, peut être utile chez ces patients-là, puisque ce sont des patients en rémission, mais ils peuvent toujours récidiver. Donc, est-ce qu'il ne faut pas non plus rechercher l'AFA chez ces patients-là? Si, vous avez raison, mais comme l'a dit Yves Cotin, c'est des patients qui peuvent faire de l'AFA de façon asymptomatique et les outils connectés, si vous ne ressentez rien, ne vont pas la détecter. Le biomoniteur, en plus, chez eux, c'est qu'il y aura d'autres fonctions à venir. Vous savez que ça prend la température aussi, donc on pourra surveiller la température. Mais globalement, le biomoniteur, c'est comme d'autres appareils sous-cutanés implantables, c'est que finalement, ça vous détecte. Et déjà, ils ont une durée de vie longue, 3 ans, 4 ans pour certains. C'est assez fiable tout de même. Ça permet aussi accessoirement de ne pas que mesurer l'AFA, on peut mesurer le QT corrigé, on peut aussi surveiller tout ça. Et nous, on est en train de terminer une étude là-dessus sur la corrélation QT corrigé sur le CG versus le biomoniteur. Donc non, oui, c'est bien d'avoir ces outils connectés et autres. C'est un appareil, c'est pas très invasif à mettre. Ça peut rendre service et nous, on y croit beaucoup dans l'avenir d'implanter ces patients uniquement, bien sûr, sur des thérapies qui sont à risque démontré de fibrillation atriale. Si le risque il est à 1,1, non. L'ibrutimide, je crois qu'on est à un risque, un ROR de 8 ou 9. Donc là, globalement, on sait qu'ils vont faire de l'AFA et auquel cas, il faudra, je pense, proposer plutôt d'implanter en sous-cutané que de mettre une montre connectée. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation très claire. On a parlé donc de prévention, de diagnostic. Maintenant, ça nous arrive dans nos stratégies, diagnostic, thérapeutique, d'avoir des fois des complications et de se retrouver devant des experts médicaux. Tu es expert en cardiologie, Yves, mais également expert médical. Et je voulais que tu partages avec l'audience ce que toi, dans ta pratique, t'en as tiré comme message important que tu voudrais que le médecin, le cardiologue, le généraliste, il passe pas à côté. C'est-à-dire les trucs, le b.a.-ba, ça doit faire partie de ma pratique, les messages pratiques pour le médecin et le cardiologue. Merci Walid, merci à tous. Oui, le but, c'est de partager avec vous un certain nombre de points dans les comptes rendus. Et si vous en êtes d'accord, surtout mon voisin de droite, c'est partir de sa présentation. Pourquoi? Parce que, ça a été dit, une incidence augmentée de FA, on va mettre un dépistage. Est-ce que ça va aboutir sur quelque chose de thérapeutique, de pronostic ou de bilan? Parce que c'est quand même derrière tout ça beaucoup de questions. Moi, je vous propose 10 points de vigilance. 10 points de vigilance qui sont relativement simples. Le premier point, n'ayez confiance en personne, seuls les écrits restent. C'est-à-dire que vous avez un doute sur des passages en FA pour un malade que vous avez vu en consultation hémato, vous écrivez aujourd'hui, je me donne les moyens de dépister l'AFA. Deuxièmement, c'est dicter le courrier devant le patient. C'est un élément très important. Pourquoi? Parce que dans toutes les affaires récentes qu'on a eu à gérer avec Walid ou d'autres, c'est toujours difficile, mais quand c'est écrit, il n'y a plus de discussion. Alors après, on peut être maladroit dans l'écriture, mais quand c'est écrit, il n'y a plus de débat. Un autre élément extrêmement important, et ça fera encore là aussi la transition avec ce que vient de nous décrire Paul, dédouble à l'ensemble des correspondants. Et j'insiste bien, l'ensemble des correspondants. Le malade qui est suivi en hémato à Caen, CHU de référence, il a un hémato. Pour peu qu'il ait reçu des néphrotoxiques, il a un néphrologue, il a un généraliste, il a un cardiologue de ville, il a un rééducateur, et il passe ses vacances à Rabat. Donc, ça paraît bête, mais tous les correspondants doivent avoir un double. Et là, on doit avoir un travail commun avec les services d'informatique ou les développeurs de logiciels. Puis quelque chose qui est majeur, c'est systématiquement un double au patient. Pourquoi? Parce que quelques affaires, là aussi, nous ont montré que le patient dit « Ah ben, je n'étais pas au courant ». Monsieur, c'est écrit dans le courrier. Vous avez reçu le courrier du docteur Amara qui l'écrivait. Donc, attention, double systématique au patient. Et puis, je pense que les autres messages que je voudrais vous faire passer, c'est ce qu'on est en train de faire avec le groupe des experts en cardiologie, des phrases type systématiques dans tout courrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire un courrier en France, on pourra échanger avec le Maroc, mais le courrier doit avoir un certain nombre de paramètres extrêmement importants écrits systématiquement. Et j'utilise sciemment le mot systématique. 1,
Précisez dans le courrier que si le patient ou un des correspondants trouve des erreurs ou des manquements, il doit en informer le secrétariat pour que le courrier soit modifié. Pourquoi? Parce que c'est trop facile de dire « Ah, ben, j'ai pas dit ça » ou « J'ai oublié de dire ça ». Donc, un point très important. Deuxièmement, précisez et conservez tout ce que vous avez remis comme document au patient. Vous le suivez pour de la cardio-oncologie, vous demandez un dosage de BNP, précisez que l'ordonnance de BNP a été remise au patient, et là encore, avec copie systématique à l'ensemble des correspondants. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a toujours un enjeu médico-légal. Vous avez fait un dosage de BNP, qui reçoit le BNP? Est-ce qu'il y a une hypokaliémie? Qui a reçu le résultat et qu'est-ce qu'on va en faire? Vous partez en vacances à Rabat un mois comme Walid Amara, il avait prévu... C'est des choses extrêmement importantes, donc conservez la biologie et tout examen complémentaire aux biologiques, vous devez préciser qu'il faut adresser copie à l'ensemble des correspondants et mieux encore, s'il y a des recommandations spécifiques, par exemple, en cas d'hypokaliémie, appelez le 15, etc., que ce soit marqué que toutes ces informations, et ça se gère en automatique avec l'informatique. Si vous avez fait des questionnaires particuliers comme un CHADVAS, comme un questionnaire d'hypertension secondaire, ou le checklist des cardios du sport, ou des rééducateurs qui est extrêmement bien fait, monsieur les cardios du sport, monsieur Amara, c'est le sportif le plus connu parmi les cardiologues, vous n'avez pas de douleur pendant que vous faites du sport, vous n'avez pas fait de malaise, personne de votre famille est mort, vous avez le patient a rempli un questionnaire qu'il a signé de son nom et daté de son nom, doit être associé au dossier et adossé au courrier. Pourquoi? Parce que s'il y a quoi que ce soit, on pourra dire le docteur Amara n'avait aucune symptomatologie, d'ailleurs il l'a même spécifié dans un courrier. Le 8e point, là aussi, est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Tout courrier médical, même post-rééducation, même cardio, doit préciser, avoir une formule. Vous la choisirez, celle que moi je mets dans mes dossiers. S'il existe des effets secondaires, des modifications de ces symptômes, merci de contacter votre médecin traitant, mon secrétariat, ou en cas d'impossibilité, le 15. Vous avez quelque chose, le patient a quelque chose qui apparaît, il a vu Paul en consultation, il a des palpitations, il faudra peut-être mieux qu'il ait un ECG rapide pour dépister une EFA. Donc ça, c'est des phrases types qui permettent là aussi, c'est pas que s'affranchir chez mieux traiter le patient, je crois que c'est vraiment l'objectif, c'est l'optimisation du traitement. 9e point, préciser dans tout courrier une phrase de diagnostic final et de suivi par le médecin traitant et le cardiologue. C'est très important. On reproche souvent aux gens « Ah, moi, je n'avais pas dit qu'il fallait revenir. Ah, ben, je ne savais pas qu'après avoir fait mon épreuve d'effort, il fallait que je revienne. » Ou en rééducation, ils ne m'ont pas dit de revenir. On a tout entendu. Donc, le malade qui termine, par exemple, en rééducation, vous remettez, doit revoir son médecin traitant dans le mois, son cardiologue dans les 6 mois, sauf événement intercurrent. Et puis, il y a un point qui est très, 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 très important, ne pas hésiter à montrer votre médiocrité. C'est mon cas, la médiocrité. Donc, si jamais vous ne savez pas, vous écrivez noir sur blanc dans vos conclusions, dossier complexe qui impose une discussion collégiale au cours d'un staff de cadre. Mais il faut savoir l'écrire noir sur blanc. Pourquoi? Parce que souvent, des erreurs qu'on fait tous, qu'on a tous fait, c'est de vouloir laver plus blanc. Vous ne savez pas, vous écrivez noir sur blanc, dans le cas particulier, je n'ai pas pu établir de diagnostic, etc. Ou à ce stade, je n'ai aucun diagnostic de certitude, le bilan sera complété. Mais surtout, n'omettez pas d'écrire ce type de phrase. Pourquoi? Parce que ça montrera bien qu'à un temps X, on n'avait pas encore établi un diagnostic précis, que tout était ouvert, et je décide de compléter dans un premier temps par une épreuve d'effort, par un holter, tel ou tel examen, et bien entendu, mon approche diagnostique ou thérapeutique pourra être mise en cause en fonction du résultat de cet examen. Et ça, c'est des choses extrêmement importantes dans la graduation du courrier. Voilà les messages que je voulais vous faire passer. Moi, j'ai l'impression aussi que l'un des messages simples que je donne notamment à mes plus jeunes collègues,
très important, c'est de garder la communication avec le patient. Parce que les personnes qui vont porter plainte, souvent, ils portent plainte finalement pas obligatoirement pour punir le médecin, parfois pour de l'argent, mais souvent parce qu'ils veulent mieux comprendre ce qui leur est arrivé et ils veulent une expertise pour comprendre. Et le fait de leur expliquer, en fait, ils comprennent qu'on est des humains, qu'on ne peut pas toujours tout savoir. Tu as 100% raison, mais je pense que quand dans ta rédaction du courrier, tu as écrit noir sur blanc qu'à ce stade, tu ne savais pas, ou on va reprendre un exemple des topos qu'on a eu aujourd'hui sur la rééducation, tu écris noir sur blanc en fin de rééducation, infarctus bien pris en charge, mais il est indispensable de compléter que de maintenir l'activité physique sur le long terme, qui pourrait être réalisé en centre ou par télésurveillance ou au vu du risque de passage en fibrillation atriale, il faut garder une vigilance appropriée. Ça ne veut pas dire que tu vas... Et je pense que quand le patient reçoit le double, il comprend bien qu'au moment où tu l'as vu en consultation ou dans le cadre du sens suivi ou dans le courrier de sortie, il y a encore des incertitudes que tout un chacun peut comprendre. Et je crois que c'est des éléments extrêmement importants. Quel est pour toi le truc le plus évitable, que tu vois l'erreur la plus, on va dire, le chose pour laquelle, dans ces 10 commandements, le truc sur lequel la plupart des médecins se sont fait condamner dans le passé facilement. Condamner ou incriminés, pas obligatoirement voilà, condamner. Il faut être déjà prudent. On ne souhaite pas, mais je pense que le collectif de patients qu'on suit maintenant, les cohortes de patients qui sont énormes, etc., qu'on a de plus en plus de mal à prendre en charge, qui n'arrêtent pas d'augmenter, avec des délais de suivi qui augmentent, etc. Je pense que c'est le vrai problème, c'est la dilution de la prise en charge. Sur quelques dossiers dont on a eu à gérer le dossier, c'est le pire pour le cardiologue, c'est le patient qui a un rythmologue pour son pacemaker, un insuffisant cardiologue pour son insuffisance cardiaque, un rééducateur pour sa rééducation et un cardiologue traitant. Je crois que le plus difficile aujourd'hui, ça va être cette multiplicité de compétences, tu vois, rien que dans le domaine cardiologique, qu'il va falloir à un moment gérer. Et moi, j'ai l'intime conviction, c'est pour ça que quand tu m'as demandé de préparer ce topo, je pense que les courriers doivent être détaillés. Et je conseille, là encore, systématiquement de rajouter tous les facteurs de risque, tous les gros antécédents. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une affaire récente où le malade était allergique à un traitement. C'était marqué dans tous les dossiers médicaux, sauf que comme il n'y avait plus de double et puis que ça s'est dilué, l'information s'est diluée au fil du temps, ça n'apparaissait plus. Et si ta trame de départ dans ton courrier, que ce soit un courrier hospitalier ou de consultation, reprend systématiquement avec cette phrase, s'il y a quelque chose de nouveau, parce que le cardiologue, il ne va pas demander, par exemple, vous n'avez pas des allergies, ou ah bah je ne savais pas que ça vous intéressait, on a tout entendu en expertise. C'est pour ça qu'un courrier de synthèse systématique, avec cette phrase, s'il y a des erreurs ou des manquements, n'hésitez pas pour que ce soit corrigé, pour justement qu'il n'y ait pas une dilution avec le temps, parce qu'il n'y a rien de pire. Tu sais, c'est ce qu'on lit maintenant dans certains courriers, coronarien. Ça ne veut rien dire coronarien. C'est pas pareil d'avoir été ponté, d'avoir été dilaté sur une droite C3, que d'avoir une dyslipidémie familiale, des pontages qui se sont bouchés, une thrombose de Sten associée à un cancer du rectum qui saigne, etc. Donc je crois que la complexité qu'on va voir, c'est la synthèse, une synthèse de qualité du dossier médical. Et une synthèse, c'est très difficile. Coronarien, ça veut strictement rien dire. Insuffisance cardiaque, ça ne veut strictement rien dire. Fibrillation atriale, ça ne veut strictement rien dire. La première cause de fibrillation atriale, c'est la cardiopathie ischémique, aujourd'hui, dans la population générale. Hein. Mais est-ce que justement, on reprend l'excellent topo de Paul, est-ce que ça ne va pas déboucher sur un dépistage de la cardiopathie ischémique chez ces cancéreux ? Je ne sais pas, mais on en est, faut se méfier. Un des derniers dossiers qu'on a eu, c'est un patient, de surcroît collègue à nous, ablaté. On s'aperçoit après qu'il est coronarien. C'est pas rien de mettre une trithérapie à un patient sous AVK.
Donc tout ça, et je pense que les outils informatiques vont nous aider énormément pour reproduire cette synthèse du dossier et ces formules que personne ne pourra dire, ah ben, même si j'ai omis de le dire, le patient l'aura dans le courrier. Et ceux qui lisent le mieux les courriers médicaux, c'est les patients, hein, je le rappelle. Oui. Merci. Moi, je voulais juste poser une question. C'est vrai ce que tu dis, c'est parfaitement vrai et c'est logique. C'est toujours vrai. Toujours vrai, je confirme, c'est toujours vrai. Mais qu'est-ce que tu en penses de cette surcharge de travail dans les hôpitaux qui fait que parfois, vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le temps de tout et on dit quoi en rien parce qu'on ne va pas regarder. Non recevable, C'est vrai? Non, mais demande à Walid. Il est sévère. Non, mais c'est non recevable. C'est non recevable. J'entends la question, je comprends la question, mais c'est non recevable. C'est non recevable parce que quand ça arrive, on te dit ah bah. Oui, bien sûr. Oui. Vous me répondez ça. Dans ce cas-là, si jamais par exemple ce que tu disais tout à l'heure, je ne veux pas rééduquer les patients, tu dois écrire dans les dossiers médicaux, dans l'état actuel des capacités de l'hôpital, où je n'ai pas pu recevoir le patient et je l'ai adressé à un autre établissement où il n'a pas pu bénéficier. Il faut savoir écrire ça dans les dossiers médicaux parce que ce serait une faute médicale de ne pas l'écrire. Là, par exemple, tous les hôpitaux, on le sait, il y a des délais opératoires qui augmentent. Si le malade n'est pas opéré de sa prothèse de hanche, comme c'est le cas, il y a eu plein d'articles dans les journaux récents, le malade, dans ce cas-là, tu le mets dans une ambulance et tu le transfères, se faire opérer dans un autre établissement, parce que si la grand-mère a le malheur de décéder d'une prothèse de hanche qui aurait dû être opérée dans les 48 heures, je ne connais pas le délai, et qu'elle a resté 7 jours à attendre sans boire, sans manger. Donc là encore, moi, on est là pour donner des conseils, bien sûr. Et l'outil informatique nous permet d'avoir ces conseils et ces courriers. Parce que là, tu n'auras pas à rajouter en cas de problème ou de modification thérapeutique, appeler le 15. C'est automatiquement dans le courrier d'un cardiologue maintenant. Je pense qu'il faut l'institutionnaliser et votre congrès doit aboutir à des démarches pratiques. Et là encore, il n'y aura pas de secrétariat en plus puisque ce sera automatiquement intégré comme dans une prime d'assurance. Quand tu signes ta prime d'assurance, tout le contrat, il est indiqué. Ah bah, vous n'étiez pas au courant, pourtant c'est bien écrit. Alors, il ne faut peut-être pas arriver à ces excès, mais je trouve que les 5-6 phrases que je vous ai dites, écrites systématiquement, sont majeures. Malheureusement, il y a des comptes rendus qui arrivent un mois après, hein, patient. Ça, c'est un autre... J'ai gardé la liste du professeur Cotin, pour ceux qui la veulent, on la mettra au propre. Tu me la donnes parce que je vais essayer de l'appliquer. On va l'appliquer, tu vois, on part avec un message pratique. Merci à tous d'avoir été avec nous. Cette session est enregistrée et sera disponible sur nos réseaux. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci d'avoir été là. Merci Walid.